Alors, c'est très intéressant. Une menace pour la France. D'ailleurs, c'est le titre. Une menace pour la France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Erdogan est une menace pour la France et pour l'Europe en réalité. Erdogan est un dirigeant puissant, un dirigeant fort, qui est arrivé au pouvoir en 2003, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans. Et il a mis en place dans son pays une politique d'islamisation forcée pour dominer sa population. Il a mis en place des dispositifs de répression des droits de l'homme et des minorités. Et en réalité, il s'est appuyé sur cette domination à l'intérieur du pays pour organiser sa domination en France et en Europe. On voit bien de quelle manière, en France, il a organisé ses réseaux. On le voit mal. Je voudrais que vous me disiez précisément. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce qu'en fait, il y a peu d'informations. Oui. Et après la lecture de ce livre, on ne pourra pas dire « on ne savait pas ». Alors, les réseaux Erdogan en France, c'est qui, c'est quand, c'est quoi ? Les réseaux Erdogan, c'est des dizaines de mosquées radicales, c'est des dizaines d'imams radicaux. Pourquoi vous dites des dizaines de mosquées ? C'est lui qui a construit ces mosquées ? Ce sont des mosquées qui sont contrôlées par les réseaux d'Erdogan. C'est lui qui les contrôle. Il contrôle le Miligorus, qui est une organisation extrêmement dont on avait parlé l'année dernière, extrêmement puissante aujourd'hui, qui est coordonnée par la Diyanet, qui est en Turquie, qui organise en Turquie et dans le monde entier la coordination en fait, de l'islamisme radical. Il a également des réseaux très puissants dans le Conseil français du culte musulman, puisque Ahmet Ogrash, qui est un soldat d'Erdogan, il le dit lui-même, il l'a dit lui-même sur son compte Twitter, a été président de la CFCM, que le secrétaire général du Conseil français du culte musulman aujourd'hui est également secrétaire général de la Miligorus, qu'Erdogan a installé des services secrets extrêmement forts en France avec le MIT et en Europe. Et l'ambassade de Turquie en France est très active, qu'il actionne également les loups gris. Et on a vu il y a 2 ans de quelle manière les loups gris ont fait la chasse aux Arméniens dans certaines villes de France. C'est horrible. À un moment donné, Erdogan... Il y a beaucoup de choses dans votre livre. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est en France. Quand vous dites alors l'objectif d'ailleurs, ça serait quoi l'objectif d'Erdogan ? D'islamiser la France ? C'est de peser. Vous savez quoi ? Erdogan veut peser. Non. Erdogan veut peser en France politiquement. Et il a dit à tous les Turcs de France, parce qu'au début de son mandat, il a fait le voyage plusieurs fois en France. Il est venu organiser des communautés, financer les dirigeants. Et il a dit en fait aux Turcs de France, vous ne serez jamais français, vous serez des ambassadeurs de la Turquie en France. Erdogan est un homme fort. Il y a combien de Turcs en France ? La communauté turque ? À peu près 700 000. 700 000, c'est beaucoup. Mais vous trouvez que les autorités sont suffisamment vigilantes ? Les autorités savent tout. Elles savent tout, mais elles ne sont absolument pas suffisamment, vigilantes. Elles ne répondent pas à la menace. Quand on lit votre livre, franchement, ça peut faire peur. Demain, aucun Européen ne pourra faire un pas dans la rue en sécurité. La Turquie n'est pas un pays qu'on peut bousculer, avec l'honneur duquel on peut jouer, dont on peut expulser les ministres, déclare le président turc le 22 mars 2017 dans un discours à Ankara, suite à l'interdiction de plusieurs meetings pro-Erdogan en Allemagne et aux Pays-Bas, réunion auxquelles plusieurs ministres turcs devaient participer. Erdogan sait en réalité parfaitement ce à quoi il aspire. Son rêve tient en un mot, djihad. N'oublions pas qu'il est l'auteur de ces paroles. Toute injure au prophète est une injure à tous les musulmans. Bien sûr. Et en fait, il a traité, à la suite de ces interdictions, Angela Merkel de nazie. Angela Merkel n'a pas bénéficié de la solidarité de l'Union européenne, absolument pas. La Turquie, à un moment, qui était candidate à entrer la Turquie, dans l'Union européenne. Elle n'a pas abandonné cet espoir-là. Et qui, parce que le sport, c'est toujours important, elle est présente dans les fédérations, dans les grandes compétitions internationales. La Turquie est présente. Par exemple, en Ligue des Champions, elle est présente. Il y a des clubs, Istanbul, Fenerbahçe. Non, mais c'est intéressant. Oui, mais ne confondons pas la Turquie et Erdogan. Tout ce que vous dites sur Erdogan, je suis à 100%. Oui. C'est un dictateur fondamentaliste, nationaliste, extrêmement dangereux. Vous pouvez, heureusement, toute la Turquie n'est pas derrière Erdogan. Et la Turquie, c'est un autre pays dont on peut bien évidemment critiquer un certain nombre de pages, notamment le massacre des Arméniens. Oui. Mais je veux dire, la Turquie, heureusement, Erdogan... Alors, ce que dit Gérard est intéressant, parce que moi, je suis allé en Turquie il y a 15 ans. J'avais été surpris par Istanbul. Je trouvais incroyablement ouverte, incroyablement vivante. Istanbul, incroyablement moderne, d'ailleurs. Alors, je ne suis pas retourné à Istanbul depuis... Non, mais Gérard a raison, mais la Turquie, ce n'est pas Istanbul. Mais Gérard a raison en disant qu'il a
En fait, il y a beaucoup de Turcs qui ont envie aujourd'hui de se libérer de la tutelle d'Erdogan, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Turcs qui ont envie d'aller vers la modernité et non pas vers la régression. Mais ils y étaient à Istanbul. À Istanbul, aller dans les bars, dans les restaurants, etc. C'était une ville... Et d'ailleurs, Erdogan a perdu Istanbul aux dernières élections municipales. Philippe Bilder. Monsieur Papazian, vous ne diriez pas que Erdogan, d'une certaine manière, a favorisé la grandeur de son pays? Et deuxième question rapide, est-ce que son rôle géopolitique, qui lui permet par exemple d'être à équidistance entre Poutine et Zelensky, n'est pas quelque chose qui montre qu'il a une importance décisive? Il a construit cela, effectivement. Il a construit la grandeur et la puissance de la Turquie, justement, avec un régime autoritaire, en instaurant un régime autoritaire, la répression des Kurdes, des Arméniens, des Assyro-Chaldéens, des minorités en général, l'islamisation forcée de la Turquie, et puis avec, à l'extérieur, la réplique de ce régime-là. Alors oui, il a construit la grandeur de la Turquie, mais pour lui, Erdogan rêve d'une chose. Il y a les élections en 2023, législatives et présidentielles. Il rêve d'être réélu et il rêve d'être l'Atatürk du XXIe siècle. Vous savez, par exemple, en Turquie... L'Atatürk régressif. En Turquie, absolument, l'Atatürk régressif. En Turquie, il y a encore aujourd'hui des monuments, des places, des avenues du nom de Talat, le Hitler turc. Le Hitler turc est célébré aujourd'hui en Turquie. Monsieur Papazian, le public ne vous connaît peut-être pas encore, mais je rappelle que vous êtes coprésident du comité coordination Association arménienne de France. Et évidemment, il est inutile de dire que le génocide turc, le génocide des Arméniens par les Turcs est au cœur, bien évidemment, de la communauté arménienne. Si on voulait un exemple presque chimiquement pur d'une utilisation de l'islam à des fins politiques, là, je crois que l'exemple de la Turquie est parfait. Parce que comment dresser un peuple pour créer une dictature à partir d'une utilisation strictement politisée de l'islam, c'est... voilà. Absolument, vous avez raison. Et en fait, Erdogan vient de poser une bombe à retardement en France et en Europe. Et si on ne la désamorce pas, elle va exploser et ça va faire mal demain. Alors, chaque tête de chapitre sur les droits de l'homme en Turquie, coupable. Sur l'islamisation de son pays, coupable. Sur le massacre des Kurdes, coupable. Sur le génocide passé et présent des Arméniens, coupable, etc. Mais ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le rapport avec la France. Sur son désir de terrasser la laïcité en France, coupable. Et vous écrivez, la France est de toutes les terres européennes, de loin celle que le président turc a dans le viseur pour y installer sa funeste idéologie islamiste, car 700 000 Turcs vivent sur notre sol, bien plus que les 500 000 présents en Hollande, les 400 000 peuplant l'Angleterre ou encore les 240 000 en Belgique. Il n'hésite pas non plus à s'exprimer sur l'importance de réformer l'islam de France, se posant en homme providentiel, lançant même un boycott international sur les produits français lorsqu'Emmanuel Macron tape du poing sur la table ou menace de le faire. Oui. Donc vous trouvez qu'Emmanuel Macron sait tout, mais que sur ce sujet, il n'est pas assez vigilant? Non. Lorsqu'on lance une campagne pour boycotter les produits français en Turquie, lorsqu'on insulte et on met en cause la santé mentale du président de la République française, quoi qu'on en pense, c'est la France qui est attaquée, c'est la France qui est insultée. Et à ce moment-là, il est important que le président de la République française tape du poing sur la table. Et il n'a pas été assez rude? Il ne l'a pas fait, il a répliqué, je le montre dans le livre à plusieurs reprises, effectivement qu'il y a des réponses qui sont extrêmement polies en réalité. À ce moment-là, il faut expulser l'ambassadeur de Turquie en France parce que la France doit se faire respecter. Et ça n'a pas été le cas. Quant aux imams de France, écrivez-vous, la moitié de ceux qui prêchent sur notre territoire sont envoyés d'Ankara. Envoyé d'Ankara, la moitié payé par Ankara. Mais ça, pardonnez-moi de poser cette question, mais vous avez des éléments de preuve bien de sûr, ça? Bien sûr, il y a des. Mais ils sont envoyés, c'est-à-dire qu'ils sont turcs. Ils sont turcs. La moitié des imams en France qui prêchent sont turcs. Mais pire que ça. En réalité, il y a un dispositif que vous devez connaître en France qui a été instauré en 1977, c'est l'ELCO, l'enseignement de la langue et de la culture du pays d'origine, qui doit permettre aux immigrés qui viennent en France, en fait, de garder un lien avec le pays d'origine dans le but d'y retourner, ce qui n'est pas du tout le cas. La Turquie envoie tous les ans, c'est un dispositif de l'éducation nationale. La Turquie envoie tous les ans 180 professeurs qui font du prosélytisme et de la propagande. Ces professeurs ne parlent que turc. Et donc, les éducateurs français, les professeurs français ne peuvent pas contrôler le contenu, en fait, des programmes qui sont dispensés.
Et tous les ans, ils sont payés par Ankara. Et ça fait partie du dispositif d'infiltration de la Turquie en France. Si j'ai consacré un livre et j'ai pris un risque, et oui, en parce que vous écrivant prenez ce un livre, risque personnel pour vous, d'ailleurs. Je prends mon risque en écrivant ce livre. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un danger aujourd'hui et on ne s'y intéresse pas assez. Il est chez Robert Laffont. Mais justement, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en train d'écouter ce que vous dites, et c'est toujours une question que je pose régulièrement parfois à des gens qui ont écrit un livre et que je reçois. Vous êtes reçu sur les plateaux de télévision ? Oui, je suis reçu. Je commence à être reçu avec ce livre, effectivement. J'ai été reçu parce que j'ai défendu, effectivement, la reconnaissance du génocide arménien. J'ai défendu la question de la pénalisation de la négation du génocide arménien. Donc il y a un écho à ce livre, rassurez-moi. Il y a un écho qui va être donné à ce livre. Bien sûr, évidemment. J'ai voulu écrire ce livre, écrivez-vous, pour montrer qui est Erdogan. Je regrette profondément que les États occidentaux fassent preuve d'un manque de courage préjudiciable face aux dirigeants turcs, car l'homme dont nous parlons est un de ces personnages qui respectent les forts et méprisent les faibles. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, il faut être fort. Donc, il faut virer les imams, par exemple. En fait, il faut que la France mette en place un dispositif. Concrètement, il faut les virer tous. Donc Gérald Darmanin, il faut lui dire, virez demain tous les imams qui prêchent. Il faut renvoyer les imams radicaux, il faut fermer les mosquées. Mais ils sont tous radicaux. Non, tel que vous le dites, les Turcs. Non, pas. Non, la moitié qui prêchent sur notre sont envoyés par Ankara. Ce qui est dangereux pour la France, en réalité, c'est que la Turquie veut dominer l'islam en France. Or, l'islam en France, ce n'est pas l'islam radical turc. Et je ne comprends pas non plus pourquoi les communautés d'origine maghrébine se laissent faire, en réalité. Ne s'impose pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi en Allemagne ce qu'il veut faire en France ? Quelle est la raison, d'après vous ? Est-ce que l'Allemagne n'est pas du tout en train de s'islamiser via les Turcs ? Et il y a un très grand nombre de Turcs en Allemagne. Ouais, je vous engage à aller en Allemagne. Ouais, j'y vais plusieurs fois par an. Et donc vous n'avez pas ressenti la présence de l'islamisme turc en Allemagne ? Pas au sens où vous l'entendez avec une islamisation mécanique de l'Allemagne. Il y a Dan Kunka, un journaliste turc en Allemagne qui a écrit une bande dessinée sur Erdogan qui ne peut plus sortir de chez lui. D'accord. Il y a une force en Allemagne, au contraire, en Allemagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, il y a une forte pression des services secrets turcs et des loups gris de ces organisations-là contre tous les opposants. L'omniprésence du Quai d'Orsay et de sa doctrine, se montrer faible avec les forts et fort avec les faibles, devra être contrôlée pour assurer la sécurité des Françaises et des Français, de toutes les femmes et tous les hommes qui vivent dans notre pays. Il faudra prendre des décisions radicales. J'ai mis l'accent, bien sûr, sur le rapport avec la France, mais il n'y a pas que ça dans votre livre, bien sûr, sur les droits de l'homme en Turquie, je l'ai dit. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme estime qu'en décembre 2017, environ 600 femmes avec de jeunes enfants sont détenues en Turquie, dont une centaine de femmes enceintes mais il y a des milliers, il y a des milliers de professeurs, de journalistes. En fait, votre livre est effrayant. Pascal, la Turquie est le pays où il y a le plus grand nombre de journalistes en prison. Oui. Journalistes, avocats, professeurs, syndicalistes. C'est une dictature. C'est une dictature. Oui. Disons-le, mettons le cas Erdogan sur la table. C'est le moment de mettre le cas Erdogan sur la table. Et évidemment, votre histoire, pour la sécurité des Français, votre histoire personnelle, si mes origines m'ont donné envie de comprendre la haine viscérale que les dirigeants turcs vouent au peuple arménien depuis de multiples décennies, c'est le dégoût de l'injustice qui porte ici mes mots. Et ça nous fait l'occasion de saluer la communauté arménienne extrêmement présente en France, remarquable, disons-le, d'intégration, d'assimilation. Et je trouve que c'est un exemple, la communauté arménienne, finalement, du modèle à l'ancienne. C'est-à-dire que vous avez su garder votre histoire, vos traditions, votre culture, vos passés, et en même temps complètement s'assimiler à la société française. Moi, je connais beaucoup d'Arméniens, comme tout à chacun, et je suis frappé de cela. Et ça, c'est un modèle dont on peut regretter qu'il n'existe plus. Je recommande vraiment votre bouquin. D'abord, c'est un bouquin qui se lit, je l'ai lu hier après-midi, Robert Laffont chez Versilio. Vraiment, on lit ça d'une traite. Vraiment, ça fait peur, bien évidemment. Et je salue à travers vous toute la communauté arménienne parce que je sais qu'elle est particulièrement fidèle et ils se reconnaîtront.